Morning, everyone. Welcome to the Parliamentary Precinct in downtown Ottawa. I'm Chris Rands, the moderator with Parliamentary Press Gallery Executive. We have with us 4 people for our briefing today. Jean-Yves Duclos, who's just being seated there, the Federal Minister of Health. In Moncton, New Brunswick, we have the Honourable Dominic Leblanc. He's the Minister of Intergovernmental Affairs. And virtually in Greater Ottawa, we have Canada's Chief Public Health Officer, Dr. Theresa Tam, and Dr. Howard Njoo, her deputy. This press conference will last about 60 minutes. If Minister Duclos would begin, please. Good to see you, sir. Would be Minister Leblanc first. Merci beaucoup, Jean-Yves. Good morning, everyone. Across the country, we're seeing an increase in daily COVID-19 cases. The new variant once again signals our need to be vigilant and continue to follow public health guidelines in order to reduce the spread of the virus. Comme nous l'avons fait depuis le début de la pandémie, nous travaillons en étroite collaboration avec les premiers ministres de tout le pays pour nous adapter à ces circonstances changeantes. The Omicron variant is having a major impact on the day-to-day lives of Canadians, and I can assure all of you that our government will continue to use the resources we have to support provinces and territories as they deliver care in their communities to the extent possible. Mon collègue, le ministre Bill Blair, est parfaitement conscient des difficultés auxquelles les provinces et les territoires sont actuellement confrontés. Les hôpitaux, les travailleurs de la santé et les collectivités subissent une pression croissante que les gouvernements provinciaux et territoriaux tentent de gérer alors qu'ils intensifient les campagnes de vaccination et de dépistage. Le gouvernement fédéral continuera de fournir des millions de vaccins et un nombre record de tests de dépistage. We anticipate increasing requests for assistance from provinces and territories in the coming weeks. While we will do everything we can to respond, it's important to remember that healthcare ultimately is a provincial and territorial jurisdiction, and we as a government have to efficiently use the federal resources we can bring to bear to fill the gaps that provinces and territories are identifying. Nous allons continuer à travailler avec nos partenaires pour répondre à ces besoins avec les outils dont nous disposons en tant que gouvernement fédéral et faire tout ce qui est possible pour protéger les Canadiens. As we regularly do, we will be speaking with all of Canada's premiers early next week to discuss the changing realities we are seeing and how we can continue to work collaboratively to keep Canadians safe. At a time when our healthcare system is under stress, Mr. O'Toole is encouraging people to do things that are adding to that pressure and that will continue to put Canadians and our healthcare workers at increased risk. Almost 2 years into this pandemic, it's hard to believe that Mr. O'Toole still doesn't get it. Vaccines work, and vaccines are the best way out of this pandemic. That's why we put in place mandatory vaccine requirements for federally regulated workplaces and for people wanting to travel by airplane or train. But Mr. O'Toole won't support these requirements, and he won't even ensure that his own members of parliament and senators are vaccinated. His lack of leadership would only force more lockdowns and put Canadians at greater risk. Ce qui semble inquiéter M. O'Toole le plus, c'est son avenir comme chef du Parti conservateur. C'est de plaire aux membres de son parti plutôt que de soutenir nos travailleurs de la santé. En plus, il s'est opposé au soutien pour les gens qui font la bonne chose, pour que les travailleurs puissent garder leurs emplois
avec notre subvention salariale. Mr. O'Toole seems once again more focused on his own job and appeasing members of his own party than supporting Canada's healthcare workers. On top of that, he opposed supports for people who are doing the right thing, like keeping their workers connected to their jobs through the federal wage subsidy. Our priority has been and will always continue to be working collaboratively to keep Canadians safe. Avec ça, je vous remercie beaucoup et je donne la parole à mon collègue Jean-Yves Duclos. Merci beaucoup, Dominic, et bonjour à vous toutes et vous tous. Et merci de vous joindre à nous aujourd'hui. La Dr Tam et le Dr Njoo se joignent aussi à nous virtuellement. We want to talk today about how the Government of Canada is working with the provinces and territories to ensure that Canada has the tools it needs to cut the spread of the Omicron variant. On Wednesday, the Prime Minister and I announced that the Government of Canada will deliver an additional 140 million rapid antigen tests to provinces and territories this month. Mercredi, le Premier ministre et moi avons confirmé la livraison de 140 millions de tests rapides aux provinces et aux territoires pour le mois de janvier. Ces tests seront distribués aux provinces et aux territoires au prorata de leur population et les livraisons ont déjà commencé. These tests, which will be delivered to provinces and territories on a per capita basis, are already beginning to be delivered. Rapid antigen tests are an important tool to empower individual Canadians to cut the spread of the Omicron variant. These tests enable Canadians to validate their symptoms and take personal action to isolate and reduce the risk to others. Rapid tests remain a first vital line of defense in helping to identify and therefore to reduce the spread throughout the country. Les tests antigéniques rapides sont un outil important pour nous permettre, comme citoyens, de freiner la propagation du variant Omicron. Ces tests permettent aux Canadiennes et aux Canadiens de valider leurs symptômes et de prendre des mesures individuelles pour s'isoler et réduire le risque pour les autres. Les tests rapides demeurent une défense de première ligne essentielle pour cerner et donc réduire de nouvelles transmissions dans l'ensemble du pays. Yesterday, I met with my colleagues from provinces and territories, health ministers, to discuss what collectively we are doing to shore up our defenses against Omicron. I want to thank all of my colleagues from all provinces and territories for our conversations yesterday, and more importantly, for our and their continuing hard work and difficult decisions during this crisis, and for their unwavering commitment to the health of all Canadians. Together, we will continue to protect Canadians and manage through the challenges of this new Omicron variant. For the federal government, that includes securing access to leading-edge drugs and treatments, including antiviral treatments. As you know, we have already signed and secured agreements with both Merck and Pfizer to supply Canada with oral antiviral drugs. I will have more to say about those drugs and about Health Canada's approval process in the coming weeks. Hier, j'ai rencontré mes homologues des différentes provinces et des différents territoires pour discuter de nos efforts collectifs pour renforcer nos défenses contre le variant Omicron. Je tiens à remercier les ministres de la Santé des provinces et des territoires pour notre discussion d'hier, mais encore plus important, pour leur travail acharné et difficile pendant cette crise, pour que tous ensemble, nous puissions protéger la santé des Canadiens, de toutes et de tous à travers le pays. Ensemble, nous continuerons de travailler à protéger notre population et réduire et traiter des défis que présente ce nouveau variant Omicron. Cela inclut pour le gouvernement canadien de garantir l'accès à des médicaments et à des traitements de pointe, y compris ce qu'on appelle les traitements antiviraux. Comme vous le savez, nous avons déjà
conclu et annoncé des ententes en décembre avec Merck et Pfizer pour l'approvisionnement au Canada en matière d'antiviraux oraux. J'en aurai plus à dire prochainement au sujet de l'évaluation de ces traitements et au sujet de leur usage pour protéger les Canadiens et les Canadiennes. More broadly, getting vaccinated, wearing a mask, and taking personal health precautions continue to be the best way to stop the spread of COVID-19 in our communities. Every Canadian, every one of us, has a role to play, and the vast majority of us have stepped up to do our part. To date, 77% of all Canadians of all ages have been fully vaccinated. Right now, provinces and territories are rapidly rolling out booster campaigns, and more than 8.6 million booster shots have already been administered across the country. I'm also pleased to report that there will be enough doses of the vaccine to give all kids aged 5 to 11 2 doses by the end of this month. If you haven't already done so, I encourage you to roll up your sleeves and get that first, second, or third shot. As the Prime Minister said just Wednesday, it is never too late to do the right thing. I personally got my booster shot just yesterday, and I'm happy to say it was Moderna. Indeed, both Moderna and Pfizer are solid, efficient, and safe mRNA vaccines. Je me permets de le répéter, s'il vous plaît, prenons et prenez le premier vaccin disponible. Please take the first vaccine accessible to you. Nous avons à la fois les outils et la volonté nécessaires pour traverser cette nouvelle vague. Mais nous avons besoin de vous, nous avons besoin de nous tous et de nous toutes. La vaccination, le port du masque, les mesures sanitaires individuelles restent les meilleurs moyens pour arrêter la propagation de la COVID-19 dans nos collectivités. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer et la grande majorité d'entre nous a aussi fourni sa part d'effort. À ce jour, en effet, plus de 77% de la population canadienne de tous les âges a été entièrement vaccinée. À l'heure actuelle, les provinces et les territoires accélèrent considérablement leur campagne d'administration de doses de rappel et plus de 8,6 millions de doses de rappel ont déjà été administrées à travers le pays. J'ai également le plaisir d'annoncer qu'il y aura suffisamment de doses de vaccins pédiatriques, c'est-à-dire des doses de vaccins pour les enfants de 5 à 11 ans, au cours de ce mois de janvier pour que chacun de ces enfants puisse être vacciné doublement. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à relever votre manche et à recevoir votre première, votre deuxième ou votre troisième dose. Comme l'a dit le premier ministre Trudeau plus tôt cette semaine, il n'est jamais trop tard pour bien faire. This is obviously a difficult and uncertain time. What we choose to do now will determine our very short-term future. The Government of Canada will be there and is there to support you in your communities and you, colleagues in provinces and territories, as we work together to finish this fight against COVID-19. Nous avons tous un rôle à jouer comme citoyens pour en finir avec ce virus et nous devons tous jouer ce rôle. Continuons à faire preuve de prudence, continuons à prendre soin les uns des autres. We know what we need to do and we have the tools to do it, so let's continue to exercise prudence and caution and take care of each other. Je vais maintenant me tourner vers la docteure Tam. Merci, Mr. Duclos, and bonjour à toutes et à tous. Since the last epidemiology update prior to the holidays, COVID-19 cases have continued to accelerate rapidly, with Omicron now predominating and widespread across much of the country. Nationally, the average daily case count has increased by 65% compared to the previous week, with an average of close to 42,000 cases being reported daily over the last 7 days up to January the 5th. Although very high infection rates have challenged testing capacities in many areas of the country, which will underestimate true case numbers, we continue to test and sequence at very high levels to track the spread of the virus as well as monitor variant predominance.
At the same time, we're using multiple other indicators, such as laboratory test positivity and hospitalization trends, that continue to be very useful for monitoring overall disease activity and severity, respectively. Currently, these trends are all increasing as a result of the sheer number of cases occurring with this rapidly spreading variant. For the most recent 7-day period, laboratory testing positivity is estimated at 29%, indicating significant community transmission. Although evidence from ongoing surveillance and recent studies indicates that this risk of hospitalization is lower for Omicron compared to Delta, the sudden acceleration of Omicron and enormous volume of cases is driving severe illness trends. Given current daily case counts are already about 400% higher than the peak of the third wave, it is not unexpected to see daily hospitalizations rising. However, international surveillance suggests that while these trends can be expected to increase with the Omicron surge, severe illnesses are not rising at the same explosive rate as for cases. Presently in Canada, over the past week, an average of close to 3,650 people with COVID-19 were being treated in their hospitals each day, with almost 600 in intensive care units, representing weekly increases of 91% and 25% respectively. During the same period, there were on average 39 deaths reported each day. Currently, we still need millions more Canadians to increase their protection with COVID-19 vaccines, including almost 7 million eligible people who need a first or second dose of their primary series. As well, many others are eligible to get a booster dose to help restore protection that may have waned since their second dose. Moreover, there is accumulating evidence that a booster dose results in better protection against severe illness, including against the Omicron variant that appears to have a higher degree of immune evasion. Booster doses are particularly important for certain groups, such as healthcare workers and those at highest risk of severe illness from COVID-19, including older adults, people with high-risk medical conditions, and people in and from Indigenous communities. Either Pfizer-BioNTech or Moderna mRNA vaccines are effective as boosters, so please feel confident in accepting whichever vaccine is offered to you. As public health authorities continue with vaccination efforts, while closely monitoring local epidemiology for signs of peaking activity in the weeks to come, we can all help by reducing our contacts to get us through this difficult time that much faster. Practically speaking, we need to continue to get fully vaccinated and receive a booster dose when eligible, limit in-person contacts to immediate household members as much as possible, and consistently use layers of personal protection to reduce the risk of exposure and spreading the virus, including wearing a good quality and snug-fitting face mask, maintaining good ventilation, and following local public health advice. This might feel like a double marathon that we didn't sign up for, but despite feeling tired, we should have a sense of achievement for the ground we've covered so far, for staying on track and knowing we can still draw strength from each other to get where we need to go. Thank you. Merci. Megwich. Thank you, Doctor. Bonjour à toutes et à tous. Depuis le dernier bilan épidémiologique qui a été dressé avant les fêtes, la montée des cas de COVID-19 a connu une accélération rapide, le variant Omicron étant désormais prédominant et répandu dans une bonne partie du pays. À l'échelle nationale, le nombre moyen de cas quotidiens a augmenté de 65% par rapport à la semaine précédente et près de 42 000 cas ont été signalés quotidiennement en moyenne au cours des 7 derniers jours jusqu'au 5 janvier. Bien que les taux d'infection très élevés aient posé des problèmes de capacité de dépistage dans plusieurs régions du pays, ce qui sous-estime le nombre réel de cas, nous continuons à tester et séquencer à des niveaux très élevés afin de suivre la propagation du virus et surveiller la prédominance des variants. Nous utilisons en parallèle de nombreux autres indicateurs tels que la positivité des tests de laboratoire et les tendances en matière d'hospitalisation qui restent toujours utiles pour surveiller l'activité globale et la gravité de la maladie respectivement.
Ces tendances sont actuellement toutes en augmentation en raison du nombre de cas entraînés par la propagation rapide de ce variant. Pour la période de 7 jours la plus récente, la positivité des tests de laboratoire est estimée à 29 %, ce qui indique une transmission communautaire importante. Bien que les données probantes de la surveillance continue et des études récentes indiquent que le risque d'hospitalisation est plus faible pour Omicron que pour Delta, l'accélération soudaine de la propagation d'Omicron et l'immense volume des cas sont à l'origine des tendances de cas de maladies graves. Étant donné que le nombre actuel de cas quotidiens dépasse de 400 % le pic de la troisième vague, une augmentation des hospitalisations quotidiennes n'est pas surprenante. Cela dit, bien que la surveillance internationale suggère qu'une accentuation de la poussée d'Omicron devrait entraîner une hausse de ces tendances, les cas de maladies graves ne connaissent pas une montée aussi explosive. Au cours de la dernière semaine au Canada, près de 3 650 personnes atteintes de COVID-19, dont près de 600 dans les unités de soins intensifs, étaient traitées en moyenne chaque jour dans nos hôpitaux, ce qui représente des augmentations hebdomadaires de 91 % et 25 % respectivement. Au cours de la même période, environ 39 décès ont été signalés chaque jour. Actuellement, il faut encore que des millions de Canadiens augmentent leur protection à l'aide des vaccins COVID-19, dont près de 7 millions de personnes admissibles qui ont besoin d'une première ou d'une deuxième dose de leur série primaire. De plus, de nombreuses autres personnes sont admissibles à une dose de rappel pour aider à rétablir la protection qui a pu diminuer depuis leur deuxième dose. En outre, il est de plus en plus évident qu'une dose de rappel confère une meilleure protection contre les maladies graves, notamment contre le variant Omicron qui semble présenter un degré plus élevé d'évasion immunitaire. Les doses de rappel de vaccins à ARNM sont particulièrement importantes pour certains groupes tels que les travailleurs de la santé et les personnes les plus exposées au risque de maladies graves causées par la COVID-19, y compris les personnes âgées, les personnes souffrant d'affections à risque élevé et les personnes appartenant à des collectivités autochtones. Les vaccins à ARNM, Pfizer, BioNTech ou Moderna sont efficaces comme dose de rappel, alors ayez confiance en acceptant le vaccin qui vous est proposé. Alors que les autorités de santé publique poursuivent leurs efforts de vaccination tout en surveillant de près l'épidémiologie locale pour déceler les signes de pic d'activité dans les semaines à venir, nous pouvons tous contribuer à réduire nos contacts afin de traverser cette période difficile beaucoup plus rapidement. En termes simples, cela signifie que toutes les personnes admissibles devraient être entièrement vaccinées et obtenir une dose de rappel. De limiter autant que possible les contacts en personne aux membres d'un même ménage. D'utiliser systématiquement plusieurs couches de protection personnelle pour réduire les risques d'exposition au virus et de propagation du virus en portant un masque de bonne qualité et bien ajusté, en maintenant une bonne ventilation et en suivant les recommandations des autorités de santé publique. Cela peut nous paraître comme un double marathon auquel nous ne nous sommes pas inscrits, mais malgré la fatigue, nous devrions avoir un sentiment de réussite en raison de ce que nous avons accompli jusqu'à présent et du fait que nous sommes restés sur la bonne voie tout en sachant que nous pouvons toujours puiser de la force les uns dans les autres pour avancer vers notre objectif. Merci. Thank you. Miigwech. Thank you, Dr. Njoo. We have 36 minutes for questions and answers. We'll be going to the phones for the first section, and with one question, one follow-up. The final 10 minutes will be for the reporters in the room. Operator, would you please begin, please? And a reminder, if the questioners and the people answering could keep everything succinct so we can get through more people. Please go ahead, Operator. Thank you, merci. You may press star 1 if you have a question. Vous pouvez appuyer sur étoile 1 si vous avez une question. La première question est de Boris Proulx, Le Devoir. La parole est à vous. Bonjour. Au sujet des tests rapides, au Québec, votre annonce pour les nouvelles livraisons du mois de janvier est considérée comme une bonne nouvelle.
mais on dit qu'il n'y a pas de prévisibilité pour février, mars et la suite. Savez-vous, M. Duclos, si des livraisons vont être en nombre égal ou plus grandes pour février ou mars? Bien, merci, M. Proulx. Merci, Boris, pour la question. Je vais me limiter à 3 réponses ici. La première, c'est qu'on comprend très bien le souhait, et je l'ai entendu à nouveau hier lors de ma conférence avec les ministres de la Santé des différentes provinces et des territoires, le souhait d'avoir plus de prévisibilité. Et c'est ce que nous aussi, on souhaite, plus de prévisibilité auprès de nos fournisseurs qui sont considérables, mais qui sont dans un environnement mondial où les chaînes d'approvisionnement sont particulièrement fragiles. Alors, on travaille plutôt bien par rapport à d'autres pays en termes de succès, de faire venir beaucoup de tests rapidement, mais à nouveau, j'admets et je reconnais et j'entends très bien le souhait de tous mes collègues à travers le pays d'avoir plus de prévisibilité. Et j'ai demandé à mes fonctionnaires, et je travaille avec le ministre Stassi, le ministre responsable d'approvisionnement, pour avoir le maximum de prévisibilité à court terme, mais aussi à long terme. À long terme, la deuxième chose, c'est qu'on a commencé une discussion hier, et on va continuer à l'avoir dans les prochains jours et les prochaines semaines, sur la stratégie de distribution, d'approvisionnement à plus long terme autour des tests rapides, avec 3 objectifs principaux. Le premier, c'est évidemment de se servir de ces tests rapides pour répondre à des objectifs évidents de santé publique. Le deuxième objectif, c'est un objectif d'efficacité. On veut que ces livraisons soient rapides, prévisibles et qu'elles servent, là, comme je le disais, à des objectifs de santé publique qui sont en connexion, évidemment, avec des objectifs économiques, de maintenir le fonctionnement de notre économie et notre société. Et le troisième objectif, c'est un objectif d'équité, s'assurer que ces tests sont livrés et donnés aux gens qui en ont le plus besoin, étant donné qu'il y aura toujours une rareté de ces tests, du moins à moyen terme. Maintenant, j'ajouterais que j'ai obtenu des chiffres plus précis en matière de livraison per capita. Pour le Québec, on avait déjà mentionné que c'était 31,5 millions qui allaient être livrés en janvier par rapport aux 140 millions. L'Ontario, c'est 54,3 millions. La Colombie-Britannique, c'est 19,2 millions. L'Alberta, 16,2 millions de tests rapides. Et pour les autres provinces plus petites, c'est à nouveau en fonction de leur population. Merci. En introduction, vous avez dit que les tests rapides sont une première ligne essentielle. À la mi-décembre, la vice-première ministre, Mme Phelan, a dit qu'il y avait assez de tests rapides pour tout le monde au Canada. Avez-vous une explication sur pourquoi des gens dans votre propre circonscription sont incapables de mettre la main sur des tests rapides en ce moment? Bien, il y a 2 raisons principales. C'est qu'avant décembre, comme on l'a dit, avec respect, mais c'est la vérité, il y avait peu de demandes de la part des provinces et des territoires pour la distribution de ces tests rapides partout au pays. Ce n'est pas un blâme, c'est un constat. Les choses ont changé à partir du début du mois de décembre, lorsque les vacances de Noël approchaient. On savait qu'il allait y avoir plus de contacts, donc les provinces et territoires ont signalé une demande plus importante de tests rapides. On a reçu en décembre 5 fois plus de demandes de tests rapides qu'on avait eu en moyenne au cours des mois précédents. Donc, on a réagi rapidement et on a livré 35 millions de tests en décembre, à nouveau 5 fois plus que la moyenne des mois antérieurs. Mais on a vu avec le variant Omicron que même cette demande accrue des provinces et des territoires n'était pas suffisante pour répondre aux besoins pressants du variant Omicron. C'est pour ça qu'en janvier, bien là, on va livrer 140 millions de tests, qui est 4 fois plus que ce qu'on a livré en décembre, qui était déjà 5 fois plus que ce qu'on avait livré dans les mois antérieurs. Et on opère un régime extrêmement rapide, étant donné à nouveau que les chaînes d'approvisionnement mondiales en matière de tests rapides sont très fragiles. On est bien positionné, mais il faut travailler à tous les jours auprès des fournisseurs pour s'assurer à la fois des quantités et des échéanciers en matière de livraison de ces tests. Operator, next question, please. Thank you. Merci. The next question is from Ryan Tumulty from the National Post. Please go ahead. Yeah, hi. My first question is for Minister Duclos. Dr. Tam, before the Christmas break, released her annual report calling it a vision to transform Canada's public health system. Calls for a lot of changes, more data, more workers, that sort of thing. I'm wondering if you support this vision, if your government's going to be acting on it. Yes, 3 important items.
as you mentioned, data, workers, human resources, and technology. We had a conversation on that with my colleagues, health ministers, yesterday. These are going to be key, not only in going through the current Omicron crisis, but also in terms of emerging from that crisis and rebuilding our healthcare system. We need a lot more data for all sorts of reasons. We need more workers. Health workers are tired, exhausted. They have left in large numbers. In the current circumstance, they are sick in very large numbers as well. And we need to be making better use of technology, some of which we have developed in the COVID-19 crisis, but some of it we have to develop as quickly as possible, as I said, both to exit and to rebuild from the crisis. Supplementary, Ryan? Yeah, this one's from Minister Leblanc. You mentioned off the top of the presser that the federal government's resources are limited, that health is a provincial jurisdiction. Are you telegraphing, I guess, to provinces that in terms of their requests for emergency help, like you received from the Bearskin Lake First Nation today, and I'm sure you'll receive from other provinces as the week goes on, that there is a limit to what the federal government can provide, and that maybe you are hitting that limit? I think what we've said two things from the beginning of the pandemic, that obviously the government of Canada will do whatever we can, as often as we can, to support provinces and territories and Indigenous communities. So that shouldn't surprise anyone. And I think over the last 22 months, we have worked very collaboratively with provinces and territories and Indigenous leadership to certainly, in an unprecedented way, use the resources of the government of Canada, wherever and however we could bring them to bear, in a way to support provinces and territories. We expect, as you noted, an increase in the coming weeks in terms of requests for assistance. My colleague Jean-Yves Duclos, Patty Haidu, Bill Blair, obviously, we're in ongoing and active conversations with provincial counterparts, and they're saying to us that we're preparing perhaps a request for assistance in this particular area, or we're wondering if the government of Canada might support a provincial or Indigenous community in another area. So we're moving expeditiously to do obviously everything we can. But it's no surprise that provincial and territorial governments have considerably more health human resources, for example, than would the government of Canada. And that's why we need to be expeditious and effective in allocating all the federal resources we can in a way that most efficiently fills the gaps that provinces and territories identify. So it's an ongoing, collaborative, and we think positive exercise, but it shouldn't surprise anybody that it's not a limitless number of federal health care resources that we can bring to bear. So our job is to take absolutely everything we can and allocate it in the most effective way to support all of our partners and Canadians to come through the other side, particularly of this urgency around the Omicron variant. Operator, next question, please. The next question is from Christy Kirkup from the Globe and Mail. Please go ahead. Hello. Provinces are imposing restrictions or lockdown measures due to healthcare capacity. And of course, we've seen this a lot in Canada. And I'm wondering if this shows that from coast to coast, the capacity of Canada's primary healthcare system is stretched too thin. And how is the federal government going to address this? Well, thank you. And I agree with your statement. The capacity is stretched too thin, certainly in the current emergency context. But more broadly, I think most Canadians would agree that even before COVID-19, our capacity was often stretched too thin, in particular around this time of the year when there were other respiratory diseases and other challenges around the particular season. Now, what we're doing, well, what we've done during COVID-19 was to invest, just in terms of healthcare, a total of $63 billion, in addition to all of the other transfers that were already in existence before COVID-19. We obviously provided
a lot of support, economic support. More than 80% of the total direct assistance to workers and businesses came from the federal government. And what we have announced in the campaign was an additional $25 billion to be invested in the relatively short term to address all sorts of issues around health and healthcare, but in particular, the healthcare resources issue, which is a tremendous problem across all the country. If I may add briefly to what Minister Leblanc said a moment ago, we often think of the Canadian Armed Forces as being a potential source of important healthcare support. They have a population of about 70,000 personnel to serve. Now, 70,000 is about 8 times less than my own city of Quebec. Quebec City has 8 times more people than that 70,000 personnel that healthcare workers in the armed forces need to be looked after. So that says that we have a very limited amount of healthcare resources, health-trained people in the CAF, and that's why we have to answer in the most appropriate, the most focused, and the most equitable manner when requests are made by provinces for healthcare personnel support. What we can do, and what Minister Leblanc also mentioned, is to provide vaccines, tests, personal protective equipment. We can provide tracing support. We can provide all sorts of other non-human resources types of assistance. This we have done, I think, quite successfully, and will continue to do in the short and the longer term, as we do our best with the Canadian Red Cross and other partners to also provide, in some specific context, support on health-related human resources. Supplementary, Christy? And yes, thank you. And just as a follow-up, if I may, the other day when you announced the 140 million rapid tests that will be going out to the provinces and territories on a per capita basis, I'm wondering, I fully understand that you have said that the distribution falls into the realm of the provincial and territorial governments. But I'm wondering, do you have any concerns about the equity of access? We've seen, for example, in the province of Ontario, people lining up in minus 20 degrees Celsius for hours on end trying to get access to rapid tests. And I'm just wondering, do you have any concerns about this? And frankly, not a lot of Canadians have the time maybe to line up in frigid, cold temperatures to try and get access to a test that can maybe tell them if they have COVID-19. Thank you. Well, on the equity and the efficiency of the distribution, we have full confidence that provinces and territories will do what they need to do to address the needs of their population. The Prime Minister on Wednesday mentioned that again. They have access to more information and to more networks to distribute those tests in the most fair and efficient manner. One equity issue which I would add, which you didn't mention in your question, was the equity of the distribution of rapid tests across provinces and territories. The reason we're moving to a per capita formula is that prior to January, there were provinces and territories that didn't ask as many rapid tests as they could have asked based on their per capita share of the population. So with a per capita formula, we're going to make sure that every province and every territory, and therefore every person in Canada, wherever that person may live, has access to the same amount of rapid tests, and that again is going to be done by the per capita formula. Thank you, operator. Next question, please. La prochaine question de Mylène Crête, La Presse. La parole est à vous. Bonjour, j'ai une question concernant le réactif qui est utilisé pour l'analyse des tests PCR. Est-ce que vous constatez ou vous anticipez une pénurie de ce réactif? On sait que le réactif est en très grande demande. Nous n'avons pas, et je vais me tourner vers le docteur Njoo dans quelques secondes, nous n'avons pas présentement d'indication de la part des provinces et territoires qu'il y a une pénurie et donc une demande de réactifs de la part du gouvernement canadien. S'il y avait de telles demandes, le gouvernement canadien continuerait à faire ce qu'il doit faire, c'est-à-dire de répondre à ces demandes de la manière la plus rapide et la plus solide possible. Mais pour être sûr d'avoir les informations vraiment à jour, j'inviterai le docteur Njoo à préciser ce que je viens de dire.
OK, bon, merci pour la question. Je peux aussi vous dire que notre laboratoire national de microbiologie à Winnipeg travaille étroitement avec leurs homologues des provinces et territoires. C'est toujours une discussion et on est au courant avec la situation actuellement qui existe dans les provinces et territoires. Et je pense que même comme avant, le laboratoire national est toujours prêt à supporter comme nécessaire au fur et à mesure. Et si il y a un enjeu actuel, le laboratoire national est prêt à supporter les provinces et territoires comme nécessaire. Supplémentaire, Milan? Et oui, j'aimerais savoir concernant les demandes d'assistance, combien de provinces et de territoires ont fait une telle demande ou vous ont indiqué qu'elles feraient une telle demande au gouvernement fédéral? Tout d'abord, inviter le ministre Leblanc à répondre de manière plus générale, puis ensuite, je fournirai des précisions particulières. Merci, Jean-Yves. Comme je pense le premier ministre et le ministre Blair a dit depuis longtemps, il y a, je crois, au-delà de 154 ou 155 demandes d'assistance formelle sous les ententes entre le gouvernement fédéral et les provinces et les territoires depuis le début de la pandémie. Évidemment, il y a différentes circonstances. Ce n'est pas uniquement dans le contexte de la crise sanitaire que nous avons vu c'est l'augmentation dans ces demandes d'appui ou d'assistance. C'est un processus bien rodé entre les hauts fonctionnaires des gouvernements provinciaux et territoriaux et le Centre d'opération nationale du gouvernement du Canada. Il y a une conversation continue entre les gouvernements quant aux besoins potentiels en termes d'appui, en termes d'assistance. Et parce qu'on veut pas on veut minimiser les surprises, si vous voulez, et être en mesure de répondre, comme Jean-Yves Duclos a bien dit, le plus efficacement possible et le plus vite possible. Alors, nous attendons, juste en prenant constat des circonstances d'Omicron à travers le Canada, que les autorités des provinces et des territoires vont de nouveau demander au gouvernement du Canada de les appuyer dans la mesure du possible. Et notre réponse est toujours oui, dans la mesure du possible, nous serons là. Mais qu'est-ce qui est important pour nous et qu'est-ce qui fonctionne bien, c'est qu'il y a ces conversations continues qui nous permettent d'être prêts et de préciser la meilleure façon d'appuyer une autorité provinciale quand la demande est acheminée. Et dans le contexte plus spécifique du Québec, si vous me permettez d'ajouter quelque chose, tout d'abord, et c'est au sujet de la vaccination, évidemment, tout d'abord, de manière très générale, je devrais souligner que les provinces et les territoires ont considérablement accru leur administration de vaccins au cours des dernières semaines. En décembre, on vaccinait à peu près 1 million de personnes par semaine au pays. En janvier, au début du mois de janvier, on était à peu près à 2 millions par semaine et maintenant, on est à peu près à 3 millions par semaine. 3 millions par semaine, c'est 3 fois plus qu'en décembre. Ce n'est pas tout à fait le 4 millions de doses de vaccins par semaine qu'on administrait durant l'été, mais ce n'est pas tellement loin. Donc, on est en train de récupérer la vitesse de vaccination qu'on avait durant l'été. Et ça, je pense que tous les Canadiens, certainement tous les Québécois, sont fiers du travail qui est en train de fait par les provinces et les territoires. Les 200 soldats des membres des Forces armées canadiennes qui sont présentement déployés ou en déploiement au Québec sont justement là pour accélérer la vaccination de la 3e dose au Québec. C'est une très bonne nouvelle. On les retrouve, à ma compréhension, dans 5 endroits différents, présentement à Montréal et à Laval, au Stade olympique, au Centre des congrès, au Carré des Caries, je pense à Laval, à la place Sport Expert et aussi au Centre Ahuntsic sur l'île de Montréal. Donc, à 5 endroits différents, on retrouve ces militaires. Ils sont là pour appuyer les efforts considérables du gouvernement canadien. Il y en a 100 autres qui sont pas loin, qui pourraient être aussi mis à contribution en ajout à ces 200. Et la dernière chose que je devrais dire, parce que ça m'a choqué hier quand j'ai entendu ça de la part de M. O'Toole, c'est un petit peu ce que mon collègue M. Leblanc disait il y a quelques instants. M. 'O'Toole critiquait le leadership du gouvernement canadien et des provinces et des territoires.
s'il y a un leadership minimum auquel on s'attend du monsieur O'Toole, c'est de demander à tous ses députés de se faire vacciner. Parce que la vaccination, c'est la condition de base pour sortir de cette crise. C'est vrai pour tous les variants antérieurs à Omicron et c'est vrai aussi pour le variant Omicron. On a tous un rôle à jouer et les élus fédéraux en particulier, ont non seulement un rôle à jouer, mais un modèle aussi à démontrer pour les autres Canadiens. Operator, next question, please. La prochaine question est de Olivier Ferron-Boissé, TVA Nouvelle. La parole est à vous. Oui, bonjour. Merci de prendre nos questions. Celle-ci pour M. Duclos. Il y a plus de la moitié des hospitalisations au Québec qui sont liées à des personnes non vaccinées. Il y a des pays qui considèrent la vaccination obligatoire. L'Italie peut s'attaquer au portefeuille des 50 ans et plus qui refusent le vaccin. Est-ce qu'on est rendu là, peut-être via la déclaration de revenus qui s'en vient au fédéral? Bon, je vais me poser une question, évidemment, qui est très pertinente. C'est une question qui relève du gouvernement du Québec en grande partie. Je suis en contact avec M. Dubé et son équipe tous les jours. On sait à quel point c'est difficile pour le gouvernement du Québec, aussi pour d'autres provinces. Si je peux ouvrir une brève parenthèse, dans cette vague de Omicron, c'est le Québec en premier, l'Ontario juste après, mais bientôt aussi d'autres provinces qui vont connaître, si ce n'est pas déjà fait, de sérieuses situations en matière de capacité hospitalière et de fourniture de services de soins intensifs. On est rendu, comme le disait la Dr Tam il y a quelques instants, à presque 6 000 hospitalisations au pays, dont plusieurs milliers, évidemment, au Québec. Et ça, c'est très sérieux. C'est la tempête parfaite à laquelle dont on parlait au tout début en décembre. La tempête parfaite d'un nombre réduit de travailleurs de première ligne et de soins de santé en particulier, avec une augmentation considérable pour prendre soin des besoins d'un nombre de gens considérablement augmenté de gens infectés par le variant Omicron. Donc, c'est très difficile. Et moi, évidemment, j'ai toute confiance, j'ai une confiance entière dans la capacité de toutes les provinces et du Québec en particulier à faire ce qui est nécessaire de faire maintenant. Et on doit insister sur la vaccination. Comme je le disais, c'est vrai pour M. O'Toole et tous ceux qui peut-être ont encore des doutes par rapport à l'importance de vacciner tout le monde. C'est la vaccination qui va nous sortir de cet exercice, de ce défi, de cette crise, non seulement à court terme, mais on sait que c'est à plus long terme. La COVID-19 va continuer à être là. Il va y avoir d'autres variants. Le variant Omicron va continuer à être présent pour un bon bout de temps. La seule façon de sortir de ça et de revenir à une vie plus normale, c'est de se faire vacciner, non seulement en grand nombre, mais aussi pour une troisième dose, faire vacciner nos enfants, protéger tout le monde et donc protéger aussi tous ceux et toutes celles qui nous sont chers. Supplementary, Olivia? Merci. Oui, mais ma question, c'est plus spécifiquement sur la vaccination obligatoire, comme l'Italie qui va s'attaquer au portefeuille des 50 ans et plus qui refusent le vaccin. Est-ce que vous, de votre côté, au fédéral, vous pourriez considérer quelque chose comme ça? Bien, je vais vous livrer une réflexion personnelle qui est à la fois personnelle et pas totalement pertinente parce que c'est une décision qui va être prise éventuellement par les provinces et les territoires. Je crois personnellement qu'on va en arriver là un jour. La vaccination obligatoire, parce que, bon, il y aura toujours des exceptions appropriées. Les gens qui ont des raisons médicales vont toujours avoir raison de ne pas se faire vacciner. Mais avec ce qu'on voit arriver présentement, avec ce qu'on sentait voir arriver il y a déjà quelques semaines, avec ce qu'on voit dans le monde, on sait que la COVID-19 va être avec nous durant au minimum plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Et étant donné la fragilité de notre système de soins de santé au pays, le vieillissement de la population, les coûts accrus qu'il y a à prendre soin de tout le monde, je crois que ce genre de mesure qui n'est pas considéré présentement, et on comprend pourquoi, va faire partie des discours, des réflexions et peut-être même des actions des provinces et des territoires à plus long terme. And that's all the time we have for people on the phones, reporters in the room. We're going to try and land this in 11 minutes, so we'll begin with Creason from CTV, please. Minister Duclos, thank you for taking my question. Can you provide any more details on the help needed for Bearskin Lake First Nation? At least half of the community of 400 have COVID. The chief there is calling for military aid now for 14 days or longer if needed.
Ontario has joined in on those calls for military aid. Is the federal government going to answer those calls, and can you provide any timeline on this? Well, three things here. First, and when I say we, it includes my colleagues, Minister Aidu and Minister Miller, Minister Blair, Minister Mendicino. So all my colleagues are very mindful of the very difficult challenges that those communities are facing now. The second thing is that we have had some relative success, and I think most people will say that we have had significant success working with Indigenous communities over COVID-19 in delivering to them the types of support that they need to look after the members of their community. And the third thing is that Minister Aidu in particular is in contact every day with leaders of those communities so that they can be provided with the type of support that they need. And from my part, with the Public Health Agency of Canada, we are also working with Minister Aidu and her team and her department to make sure that they have all the resources, the vaccines, the tests, the PPE, the tracing support, the expert advice that Minister Aidu and her department need to look after Indigenous communities and to help them go through this renewed challenge. Is that a no on military aid so far? No decision made on that? I would direct you towards Minister Blair and Minister Aidu for more specific information on that. Also, Minister Duclos. We've got to go to Christian Noel to get through 4 people, please. So, Christian, please. Bonjour, Monsieur Duclos. Christian Noël de Radio-Canada. À propos de la vaccination obligatoire, à quel moment est-ce qu'on arrive au moment où il faut y réfléchir? Vous dites qu'on va faire partie des discussions et bientôt des actions. À quel moment est-ce qu'on va être rendu là? Bon, ce n'est pas à moi de me prononcer là-dessus. Ce que je vous ai exprimé tout à l'heure, et je le répète, c'est une opinion personnelle parce que je vois avec l'aide des experts avec lesquels on est en contact à l'international et partout au pays, on a beaucoup de ces experts à l'Agence de la santé publique, on voit ce vers quoi on se dirige. Si on veut ramener le Canada, nos gens, vers une situation et une vie plus normale. On voit à quel point notre système de santé souffre, les travailleurs de la santé souffrent. On veut sortir de ça. Et la seule façon de sortir de ça, c'est de procéder à la vaccination. Les tests rapides, les masques, la distanciation physique, les tests PCR, tout ça, c'est très bien. Ce sont des éléments de notre boîte à outils qui sont importants. Mais la façon de sortir de cette crise de manière définitive, c'est la vaccination. Et c'est pour ça que ce que je vois personnellement venir, pas tout de suite, parce qu'on n'est pas rendu là. C'est une discussion et possiblement des actions claires en matière de vaccination obligatoire au pays pour se débarrasser de la COVID-19. Vous avez dit tout à l'heure au niveau de l'approvisionnement en tests rapides, on fait mieux que d'autres pays, par exemple. Mais on a quand même des problèmes d'approvisionnement. Donc, j'aimerais ça spécifiquement comprendre quels sont les défis logistiques qu'on a présentement. Et à quel point est-ce que ça vous empêche de dire combien on en aura en février et en mars? On est évidemment très focalisé sur le présent. Notre objectif, c'est présentement, rapidement, comment on fait pour livrer le maximum de tests rapides aux provinces et aux territoires. C'est là-dessus qu'on focalise, tout en ayant, et on a commencé à l'avoir hier, une discussion sur la stratégie de plus long terme. Et cette stratégie va être bâtie, évidemment, en fonction des besoins et des souhaits des provinces et des territoires. Ministers, I wanted to ask you about disparities in provincial distribution of rapid tests. Saskatchewan has gotten more than twice as many tests as Manitoba because they had asked for more. You're now shifting the demand to per capita. Minister Vandal says, to be fair, you should balance this out to make up for provinces that got less. So I'm wondering if you're going to revise the per capita formula or if Manitoba is going to stay shortchanged here. Well, the revision is started to be in place on January the 1st. As of January the 1st, our allocation formula is now a per capita formula so that we can make sure, as you've correctly and appropriately mentioned, that all provinces and territories, and therefore everyone in Canada, has access to the same number of tests and that there are no equity issues in terms of interprovincial considerations. Okay, so you're not going to make up for that then? Well, we'll always be in conversations with provinces and territories, but as I said, we're focusing on the current needs.
and the current needs will be addressed on a per capita allocation formula. Laura Osman, CP. Thanks, Ministers. I wanted to pick up on where my colleagues Ryan and Christie left off on the sort of finite resources of the federal government. We've never seen all provinces be so stressed at the same time. We know these requests are coming. We know our resources are finite. So what is the plan when we simply run out of resources? Is it up to provinces to sort of model it out at that point? Or what can you do in the meantime to try to fill that gap? You're right. The two things on that. First, you're correct. The stress is seen everywhere. Second, this being said, the stress is being seen a bit earlier in some provinces than others. And there are two consequences for that. The first one is that Ontario and Quebec in particular, that's where the greater stress is currently found. Those two provinces are going through a very difficult time. That, however, is a signal to other provinces and territories that they may be just a week, perhaps 2 weeks behind, but they see, and I've observed that just yesterday with my colleagues from other provinces, they see what's coming. So they know that public health measures that everyone understands now will need to be applied across Canada because it's the same variant across Canada. So although a province may be just a week or two behind another province in terms of a stress on healthcare resources, that's coming, and sometimes coming very quickly. So I'm thinking of provinces where the number of hospitalizations per capita might be slightly smaller now, but these provinces and territories must know and must act on the basis of what they see with other provinces like Quebec and Ontario. But Minister, eventually the federal government's going to have all of the personnel out that they're able to offer, and the provinces are still going to be short. So what happens then? What is the plan? Well, as Minister Leblanc said a moment ago, we'll continue to support provinces and territories to all possible extent. We've been quite successful at doing this collaboratively over the last 22 months, and we'll continue to do that, knowing that there are some types of support that the federal government will find harder to provide because we don't have the capacity. And that's also a warning, a kind warning, but a clear warning to some provinces and territories that they need to act now, because if they don't act sufficiently, it's going to be difficult for the federal government to help after because we don't have the capacity to do so. Sorry, act how? Sorry? In what way should they act? Well, everyone is doing their job, and I'm saying that, again, based on my conversations with them yesterday, they are acting, and they are right to act. Public health measures are obviously key. Providing support to businesses and workers so that lockdowns can be applied while taking care of the ability for everyone to pay for food. So these types of things are important. Lockdowns in some contexts when we see that the pressure is going to be too strong for in particular our healthcare workers. Minister, I think we have just enough time for Creason's other question, and I'm being asked for you to repeat in English your view about mandatory vaccines at some point. I believe you may have said that in French, and I just ask you to ponder that for a second and take Creason's final question. Yeah, well, I can do that, and I'll say two things. First, it's a view which is based on my personal understanding of what we see internationally and domestically, and in my conversations with my colleagues, health ministers, over the last few weeks. And second, it's a decision that will be made by provinces and territories at some point, whether they move forward or not, that's going to be their decision to make. But what we see now is that our healthcare system in Canada is fragile. Our people are tired. And the only way that we know to go through COVID-19, this variant and any future variant, is through vaccination. PPE, physical distancing, tests, rapid tests, PCR tests, these are all very important tools. But what will
make us move through this crisis and end it is vaccination. And I see in my own province, 50% of hospitalizations now in Quebec are due to people not having been vaccinated. That's a burden on healthcare workers, a burden on society, which is very difficult to bear and for many people difficult to understand. So that's why I'm signaling this as a conversation which I believe provinces and territories, in support with the federal government, will want to have over the next weeks and months. Really appreciate that, and we'll end with Creason's final question there. Minister Duclos, Erin O'Toole said the unvaccinated should be accommodated through measures like rapid testing. What do you think should happen in this regard? Can you, I was just slightly distracted. Yeah, no, that's okay. Erin O'Toole said the unvaccinated should be accommodated through measures like rapid testing. What do you think should happen in this regard? Rapid tests are not going to end the crisis. Rapid tests are not going to solve COVID-19. The only thing that will solve COVID-19 is vaccination. And that's why, again, so many people, including myself, are disturbed by the fact that Mr. O'Toole is not even asking his own members of parliament to be vaccinated. That's I don't understand, and I think no health expert understands, and most Canadians don't understand. No. The only way to end this crisis is to be vaccinated. Other tools are important, but Mr. O'Toole should ask his members of parliament, his caucus members, to be vaccinated. That would be a sign of leadership on his part. And before we end, je sais qu'en français, au Québec en particulier, on a, au cours des derniers jours, été choqués, préoccupés par la question des voyageurs du vol Sunwing. Là. Comme beaucoup l'ont dit, ce sont des gestes qui sont à la fois irresponsables, inexcusables et inacceptables. Et on a reçu au cours des dernières heures une mise à jour sur certains de ces voyageurs qui souhaitent revenir ou qui souhaitaient revenir au pays. Alors, en date de mercredi, il y a 27 de ces 130 passagers qui sont revenus au pays sur 4 vols différents. Ils ont été attendus de pied ferme à l'aéroport, en fait, dans les 4 aéroports où ils sont, dans les 2 aéroports où ils sont arrivés par les 4 vols différents. Ils ont été interceptés et interrogés à la frontière aérienne. Ils ont tous été testés à l'arrivée. Les règles, le respect des règles sanitaires de leur part a été vérifié en matière, entre autres, de preuves vaccinales, de vérification de leurs tests PCR et de leur plan de quarantaine. Tout ça a été validé aussi en fonction des informations qu'ils avaient rentrées dans Arrive Cannes. La Sûreté du Québec a proactivement contacté l'Agence de la santé publique du Canada pour obtenir les coordonnées de ces voyageurs pour s'assurer de l'intégrité du suivi de leur plan de quarantaine. Les dossiers d'infraction ont été référés au gouvernement du Québec, à la direction des poursuites criminelles et pénales en particulier, puisque ce sont les provinces et au Québec la DCPP qui sont responsables du suivi de ces constats d'infraction. Et tout ça est en ajout aux poursuites et aux enquêtes qui pourront être continuées en matière de violation des règles de transport aérien, parce que ce que je viens de mentionner, ce sont des violations de règles de santé publique, mais il y a aussi des violations évidentes, là, si on se fie aux images qu'on a pu voir, de règles de Transport Canada qui sont traitées par d'autres ministères et d'autres agents à travers le pays. Alors voilà. I apologize because Sunwing has been such a cause célèbre across the country. If you could share your thoughts on that in English as well, because I think I heard some news there. Okay, so I'll try to do that in my best English. And so first, we hear and we know that this issue of Sunwing travelers having behaved irresponsibly, inexcusably, and unacceptably on a flight to Mexico, that has raised a lot of anger and frustration, as the Prime Minister said just 2 days ago, on the part of many Canadians.
recent information that we were given indicates that about 27 out of these approximately 130 passengers have now returned to Canada on Wednesday. They were all stopped and interrogated at the air border. They were then all tested. They were checked with regards to whether they had obeyed and followed all of the health regulations that they were supposed to follow throughout their trip, in particular regarding their proof of vaccination, the quality, the integrity of their PCR test. Their quarantine plan were also inspected. And all of that was correlated with the information that they had entered into ArriveCan, which is an essential tool for all travelers entering Canada. La Sûreté du Québec, which is the provincial police department, proactively contacted the Public Health Agency of Canada to seek information on those travelers. The contravention files that were issued for some of these travelers were sent to the government of Quebec through their legal authority and team. And that's in addition to the ongoing investigation and possible prosecution that Transport Canada and other agencies will continue to pursue. Minister, I really appreciate your briefing today. Doctors, thank you. Thank you to Minister Leblanc and Moncton. And this completes this news conference and briefing from the Parliamentary Precinct in downtown Ottawa.